Bonjour à tous, bienvenue dans notre cinquième édition des webinars dédiés aux ESMS. Donc, notre rendez-vous d'experts qui aujourd'hui va aborder une thématique d'hommage au bien, à savoir sécuriser votre patrimoine immobilier, un enjeu pour la prise en charge des résidents et des usagers. Et j'insiste vraiment sur cette dernière notion, l'enjeu pour la prise en charge des résidents et des usagers, puisque ça va être notre fil rouge tout au long de notre intervention durant ces 30 minutes. Je m'appelle Alexis Villemire, je suis Risk Manager DAB pour Cham Groupe Alliance et pour co-animer ce webinaire, je suis accompagné de Edwige Forger, consultante Osiris Manager d'Hommage au Bien depuis 2002 à Cham. Voilà la composition, comment on a découpé notre webinaire. Donc, 4 parties. Donc, on commencera avec les piliers de notre analyse. Il faut bien qu'on s'appuie sur quelque chose pour évaluer nos risques. On fera un zoom, il nous a semblé opportun de faire un zoom sur le risque incendie et également sur les risques naturels. On est quand même dans l'actualité aussi. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses. Alors, cette session, elle sera animée en fin de webinaire, mais tout au long de notre intervention, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Voilà, donc nous interviendrons sur ces réponses à ces questions en fin de webinaire. Les piliers de notre analyse. Vous avez ici les 5 risques qui sont évalués lorsqu'on fait nos visites de risque. Vous avez donc ces risques-là sont en lien directement avec vos garanties, les garanties de vos contrats. Donc vous avez le risque incendie, le risque dommage électrique, le risque dégâts des eaux, la malveillance et le risque naturel. Pourquoi ces risques-là? Ces 5 risques-là, en cas d'impact sur ces risques-là, automatiquement, il y aura forcément comment vous dire? Il y aura forcément des répercussions assez importantes en termes de perte d'exploitation. Qui dit perte d'exploitation dit implicitement qu'il y aura aussi un impact sur la sécurité de la prise en charge de vos résidents et de vos usagers. Après, au niveau des sources qui nous servent comme pilier aussi de notre analyse, on se sert bien évidemment des textes réglementaires. Textes réglementaires essentiellement au niveau incendie, avec le règlement des établissements recevant du public pour tous les établissements médico-sociaux. Les arrêtés types relatifs aux établissements en fonction de leur activité, donc type U pour les hôpitaux et type J pour les maisons de retraite avec sans prise d'oxygène dans les chambres. Donc ça fait partie vraiment de notre socle de notre étude au niveau de l'incendie. Et puis après, donc, on peut avoir aussi des références par rapport au Code du travail pour ce qui est des établissements sociaux ou par rapport à des ESAT qu'on peut visiter. Et puis, en complément du coup de ces textes réglementaires, on a bien sûr les normes qui sont utilisées ou en référence dans la réglementation, par exemple la norme au niveau des centrales incendies, mais aussi les normes APSAD, donc celles qui ont été rédigées par les assureurs pour être mieux à même de certifier en fait que la prévention est prise en compte par l'établissement. Donc, il y en a plusieurs des normes APSAD. Les essentiels, c'est les Q4 pour les extincteurs, la Q5 pour les RIA, qui est de moins en moins utilisée, puisque maintenant, c'est essentiellement les extincteurs qu'on utilise sur le terrain. Il peut y avoir aussi la Q7 pour la détection incendie, mais celle qui est vraiment la plus utilisée sur le terrain, c'est la Q18 pour les installations, la conformité des installations électriques, et la Q19 pour la thermographie infrarouge, en sachant que la thermographie infrarouge, donc c'est l'utilisation des caméras infrarouges sur les armoires divisionnaires, le TGBT, le transformateur haute tension, qui va permettre de vraiment faire une maintenance préventive, puisque ça va vous permettre de voir les éventuels échauffements invisibles à l'œil nu, avec un spectre de couleurs allant du violet quand c'est complètement froid jusqu'au rouge quand c'est vraiment très chaud. Donc, c'est vraiment très utile en termes de prévention. Il n'y a aucun caractère obligatoire dans la réglementation, par contre, mais c'est vraiment un plus au niveau de la maintenance et on incite vraiment les clients à utiliser du coup et à se mettre en conformité avec la Q18 et la Q19.
Et en parallèle de ça, bien sûr, sur le terrain, on va utiliser aussi ce qui est déjà mis à disposition par l'établissement. Donc, ça va être par exemple les PV de commission de sécurité. Donc, on va bien sûr en tenir compte puisque c'est un appui au niveau de notre évaluation. Mais ça va être également les rapports des contrôleurs techniques, comme les rapports des installations électriques, etc. Donc, tout ça, on va les utiliser pour vraiment avoir une bonne évaluation de votre prévention que vous mettez en place au sein de votre établissement. Donc, pour compléter ce que vient de dire Edwige, vous avez remarqué qu'en bas de notre marguerite, il y a 2 points importants avec un lien d'équivalence, hein, notre expérience terrain et l'historique de visite important. Alors notre compétence, effectivement, elle s'appuie, comme l'a dit Edwige, on a quand même voilà, des supports techniques, réglementaires, des textes, on est bien obligé, et c'est tant mieux. Mais il y a un autre point fort aussi pour notre évaluation et notre analyse et pour notre expertise, c'est l'historique de visite important, hein. On arrive à faire un certain nombre de visites, donc à avoir une vision élargie, notamment des bonnes pratiques et du niveau de maturité pardon, des établissements. Et cette vision élargie, ben, elle nous donne de l'expérience terrain. Et ce que j'entends par là aussi, c'est qu'on a la chance d'observer parfois de bonnes pratiques dans certains établissements, des mauvaises aussi, mais on va parler des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques-là, parfois, sur d'autres établissements qui vont être confrontés à la même problématique, ben nous, on va en profiter pour diffuser ce message-là et en disant, bah voilà, à tel endroit, ils ont expérimenté telle façon de faire, vous devriez peut-être essayer. Donc voilà aussi, c'est un de nos rôles, aussi en termes d'expertise, de pouvoir aussi apporter des bonnes pratiques qui sont faites ailleurs. Ce qui nous amène, à faire un zoom sur le risque incendie, hein, clairement. Donc on a choisi d'introduire le zoom sur le risque incendie, en illustrant des situations, qui sont issues de nos propres observations, sur le terrain. Voilà, hein, ces photos sont prises par nous lors de nos visites. Alors il y en aurait une quantité infinie, hein, donc on est obligé de faire une sélection. Donc si on commence par la 1re photo, j'espère qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux quand même. Là clairement, on peut observer qu'il y a des câbles électriques, il y a des canalises, câbles électriques, donc c'est un local technique. Et ce local technique, il n'y a pas besoin de chercher, bien plus loin. Au premier regard, vous avez tout de suite compris que le degré coupe-feu de ce local technique, il est pas assuré, il est pas conforme. Le seul avantage que je vois à ce bricolage, à part la ventilation du local, je n'en vois pas. Donc un départ de feu dans ce local-là, il y aurait une propagation des fumées. Qui dit propagation des fumées dit propagation de l'incendie. Donc toujours, en toile de fond, pardon, de notre intervention, je vous l'ai dit, la sécurité de la prise en charge de vos résidents et de vos usagers, hein. Donc à partir d'un local technique, on peut aboutir à une catastrophe humaine. Voilà, simplement par un bricolage de ce type. La 2e photo, sur la gauche, vous pouvez distinguer un bâtiment, un petit bâtiment. Alors c'est une chaufferie gaz. C'est une chaufferie principale de l'établissement et ce qui saute aux yeux ici, c'est le stockage anarchique de matières combustibles. On a du bois, du plastique, des palettes. La problématique ici, c'est déjà d'1 un portail qui n'est pas fermé et de 2, il y a un autre accès, on voit en arrière-plan, hein, un autre accès, par l'extérieur. Donc ici, le risque, il est quoi? Il y a 2 possibilités. La malveillance, déjà, la 1re. C'est facile de mettre le feu à un tas de bois et puis ça incite en plus à mettre le feu à un tas de bois avec une propagation du feu sur une chaudière alimentée en gaz de ville. Et puis le 2e risque, c'est aussi la négligence, hein. On n'est pas à l'abri d'un intervenant qui vienne, qui fume et d'un mégot jeté dans ce tas de bois. La 3e photo, c'est une photo qui a été prise dans une cuisine collective. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un fort amas une forte accumulation de graisse, notamment sur les équipements sur les luminaires, sur les néons. Et puis ce qui est aussi assez inquiétant, c'est je ne sais pas si vous avez vu un boîtier de dérivation, non seulement qui n'a pas son couvercle, hein, qui n'est pas fermé. Et alors on voit pas sur la photo, mais je peux vous dire que ce boîtier de dérivation avec ses connectiques à l'intérieur était imbibé de graisse. Donc il suffit d'un petit arc électrique ou d'un court-circuit sur ces luminaires-là pour qu'on ait un départ de feu avec les conséquences qu'on connaît au niveau de cette cuisine. Donc les recommandations ici, c'est nettoyer régulièrement vos équipements, hein. Pour le bois, ça demande pas un investissement non plus hyper rigoureux, juste du bon sens, donc de faire propre au niveau de ce local, de cette chaufferie biomasse. Et puis sur la 1re photo,
c'est simple, hein, là, il faut remettre du ciment, recimenter et puis bloquer ces passages de câbles. Alors, il y en a qui utilisent la mousse ignifugée, nous, on est plutôt pour le plâtre et le ciment, hein. Voilà, tout simplement pour établir le degré coupe-feu de ce type de locaux. Première photo. Alors, c'est toujours des photos qui sont prises voilà, sur nos observations terrain. Pour vous situer le contexte, nous sommes dans un bâtiment qui a usage ERP, hein, donc établissement qui reçoit du public, donc des familles hein, notamment. Et dans ce bâtiment-là, il y a une seule et unique issue de secours. Très bien balisée, hein, on voit le BAES, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Le souci ici, c'est que cette issue de secours a été transformée en cabine d'essayage. Et puis bien évidemment pour limiter les risques de vol, l'issue de secours a été verrouillée. Là, véritablement, pour moi, c'est un piège. On est complètement dans un piège. C'est un piège. En cas d'évacuation et de panique, de stress, les gens vont se diriger sur cet éclairage de secours et vont se retrouver bloqués à ce niveau-là. La deuxième photo, un petit peu plus petite, c'est une chaufferie biomasse, chaufferie au bois, avec une accumulation très très importante et anormale de poussière bois. Donc c'est un local qui n'est pas nettoyé régulièrement. Poussière bois qui peut constituer une atmosphère explosive et puis facilement propager un départ de feu au niveau du brûleur, au niveau de la chaudière. Le coup classique sur la photo numéro 3, donc le calage d'une porte, d'une circulation d'un établissement de soins. Alors là, il va y avoir deux problématiques. Déclenchement d'alarme incendie, la porte coupe-feu qui est censée se fermer hein, pour limiter la propagation du feu, et puis aussi isoler la zone protégée, parce qu'on là, on va parler d'évacuation horizontale, ne fera pas sa fonction. Donc, propagation des fumées, et ça va devenir très compliqué pour l'évacuation et pour la propagation du feu. Edwige, je te laisse la main sur la suite. Donc là, c'est ce qu'on a vu sur le terrain et maintenant, on voulait vous faire aussi un peu des images de sinistres qui ont eu lieu dans certains de nos établissements. Sur la première image, on se rend compte de la conséquence juste d'une petite cigarette dans une chambre où on se rend compte du coup de l'impact sur la prise en charge des usagers qui a forcément été lourdement impactée dans la maison de retraite. Certes, vous avez une maison de retraite à ciel ouvert, très sympa dans les dom-toms, mais qui a ses limites en métropole. Donc, fort impact pour la gestion des fumeurs, qu'on verra plus tard. Et puis après, donc sur la photo 2, hein, c'est un incendie sur des travaux en toiture. Donc là, forcément, il y a eu une erreur dans le stockage des bouteilles et des matériaux combustibles au moment des travaux par point chaud, donc des travaux dangereux type soudure. Heureusement sans victime, puisqu'en fait les bouteilles d'acétylène ont explosé et ont atterri dans la cour de récréation de l'école juste à côté. Donc heureusement que c'était un jour où c'était les vacances, du coup il n'y a pas eu de victime, mais du coup l'intérêt qu'on verra plus tard d'une procédure vraiment stricte au niveau des travaux par point chaud est vraiment pertinente. Et la dernière image, c'est dans un office, un four défectueux. Donc, le gâteau a dû être bien cuit, mais apparemment, il y a la maison de retraite aussi qui a été bien cuite. Voilà pour certains exemples de sinistres qu'on a eu dans les établissements. Donc après, on vous a listé les principales recommandations qu'on est amené à donner dans les établissements. Elles ne sont pas classées par rapport à leur importance, mais plus par rapport au nombre de fois qu'on leur rappelle. Donc la première, c'est au niveau des formations incendie. Donc dans la réglementation, il est indiqué qu'on doit faire des exercices de simulation dans les types J tous les 6 mois, régulièrement dans les types U. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le personnel de jour comme de nuit sache vraiment ce qu'il faut faire et comment réagir en cas d'incendie. Et un petit rappel pour ça, c'est quand même l'importance des formations, puisqu'on a vu des jugements comme par exemple une maison de retraite dans les années 90 qui avait pris feu avec un personnel qui n'avait pas été formé suffisamment. Et du coup, le directeur avait été directement impliqué avec une responsabilité pénale qui était du coup avec un jugement qui avait été estimé à 5 mois de prison avec sursis.
Donc, vraiment ne pas oublier de former le personnel pour vraiment avoir des moyens humains capables de gérer la crise. Pour compléter ce que tu viens de dire, Edwige, sur la formation sécurité incendie, pour moi, il y a 2 points importants aussi à garder en tête, hein. Sur vos formations, qu'elles soient faites en interne ou par des prestataires, ayez à l'esprit, l'importance du contenu de la formation. Est-ce qu'il est bien adapté, à vos locaux? Et puis la fréquence des formations. Et quand je dis contenu, je prends l'exemple, par exemple, d'une blanchisserie, qui va utiliser du gaz. Les réactions du personnel seront adaptées aux spécificités d'une blanchisserie, au même titre que les spécificités d'une cuisine alimentée en gaz. Donc, ce même personnel qui va suivre une formation lambda générique, certes, il aura quelques bases, mais pour autant, il aura peut-être pas forcément les bonnes réactions s'il y a un départ de feu en blanchisserie ou en cuisine. C'est un exemple parmi tant d'autres. On enchaîne avec le permis de feu. Alors le permis de feu, moi, c'est une recommandation qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a un double avantage, au permis de feu. Le premier déjà, il est redoutablement efficace, en outil de prévention contre les risques d'incendie liés à tous travaux par point chaud dans vos locaux. Vous engagez votre responsabilité pénale dès lors qu'il y a des travaux par point chaud dans vos locaux et qu'il risque d'y avoir un départ de feu, avec des conséquences soit matérielles, soit pire, humaines. Et le deuxième avantage, pour moi, du permis de feu, c'est qu'il va cadrer votre démarche. C'est une véritable procédure, hein, c'est pas un simple document. Autour du permis de feu, il y a une véritable procédure qui doit être non seulement, appliquée, respectée, connue par vos personnels en interne, dès lors qu'ils font des travaux par point chaud en dehors de leurs ateliers. Mais il y a aussi un autre point encore plus important pour moi, c'est que ce permis de feu, il doit être automatiquement appliqué par vos prestataires. Tout simplement, le double avantage que je vous disais, c'est ça vous permet aussi de gérer vos flux, des prestataires qui interviennent sur vos sites. Il n'est pas rare lors de nos visites, lorsqu'on est accompagné d'un responsable technique ou d'un responsable de sécurité incendie, qu'il ait la surprise de trouver un prestataire en train de faire un travaux par point chaud dans son établissement. J'ai bien dit la surprise. C'est pas normal, c'est une véritable faille dans la prévention de la sécurité incendie de l'établissement. Et pour compléter, pour les permis feu, c'est vrai qu'on peut tout de suite répondre à la question qui nous a été posée. Le permis feu, c'est vraiment 3 feuillets à compléter. Donc, les 3 feuillets sont répartis pour 3 personnes différentes. La première pour le directeur d'établissement, le deuxième pour le prestataire, l'intervenant qui va réaliser les travaux de soudure, et le troisième par le chargé de sécurité ou celui qui va faire la ronde lors des travaux pour être sûr qu'il n'y a pas eu de départ de feu 1 ou 2 heures après la fin du chantier. Donc c'est vraiment important qu'il y ait ce protocole ou cette procédure vraiment pour que tout le monde sache que tous les moyens ont été mis à disposition au moment des travaux. Donc après, on va enchaîner avec la thermographie infrarouge. Je vous en ai déjà un petit peu parlé à travers la règle APSA de Q19. Il y a de plus en plus d'établissements qui se dotent de caméras infrarouges. Pour les établissements médico-sociaux, on a pu constater qu'il peut y avoir aussi une mutualisation d'achat de la caméra entre les services techniques de plusieurs maisons de retraite, plusieurs établissements. L'importance d'utiliser cette caméra, donc c'est très bien de s'en doter, mais il faut aussi former les agents techniques à leur utilisation. Parce que ça, c'est pas inné. Oui, certes, comme je vous ai dit, le violet, c'est pas froid et le rouge, c'est chaud. Mais il y a un étalonnage à faire au niveau de la caméra. Donc, c'est vraiment une formation qui doit être certifiée de manière à utiliser les caméras infrarouges si vous en êtes doté. Mais pour nous, c'est vraiment un plus au niveau de la maintenance préventive quand on voit le nombre d'incendies qui sont déclarés au niveau des armoires divisionnaires ou des TGT. Si jamais vous faites réaliser la thermographie infrarouge, notamment par votre prestataire, il faut que ce soit bien spécifié au contrat, hein. Donc à la base, c'est bien contractuel, hein. Voilà, c'est pareil pour le Q19, il faut que ce soit bien spécifié au contrat. J'enchaîne avec la gestion des fumeurs. Alors la gestion des fumeurs, comme je vous l'ai dit, hein, les recommandations qu'on a mises là, c'est des recommandations qui sont redondantes, trop redondantes. Donc la gestion des fumeurs, c'est vraiment un problème dans les ESMS notamment. Alors, on a bien conscience qu'il y a une mixité entre l'espace
privé et l'espace public. Il y a des résidents fumeurs, c'est une réalité du terrain, hein. Nous, on a des observations pratico-pratiques, hein. Néanmoins, on est aussi conscient de la difficulté d'imposer l'interdiction de fumer dans vos établissements. Donc, c'est pour ça que votre stratégie, elle doit s'appuyer sur déjà les abris ludiques, soit faire des abris ludiques, identifier, vous puissiez contrôler ces flux de fumeurs. Il y a aussi également l'information des familles en amont, qui peut être aussi un outil efficace. Et puis la bonne connaissance de vos résidents, que vos personnels du moins connaissent bien vos résidents et notamment ceux qui sont fumeurs. Je ne sais pas si tu veux apporter quelque chose on avait parlé aussi de cas d'aggravation de pathologie éventuellement, mais oui, Eddy, je te laisse la parole. On a constaté aussi une difficulté parfois au niveau des résidents qui forcément prennent de l'âge au fil des années dans les maisons de retraite, et du coup c'est intéressant de voir avec le médecin de l'établissement pour voir s'il y a une dégénérescence au niveau de son état et de ses pathologies. Pour vraiment détecter un éventuel risque par rapport à la mise en danger de la vie d'autrui et donc des autres résidents, et du coup de prendre une décision en accord avec la famille. Donc après, au niveau des porte-coupe-feu et des issues de secours laissés libres d'accès, on a constaté notamment au niveau de nos visites dans les couloirs lors des ménages ou dans les chambres notamment, ou des chariots au moment des petits déjeuners, qui avaient souvent un encombrement au niveau des couloirs. Et ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de laisser une unité de passage soit à gauche, soit à droite du couloir, et de vraiment décider d'un commun accord avec le personnel de quel côté vont être mis tout le mobilier ou les chariots, de manière à vraiment laisser un couloir facile d'accès, qui n'est pas aller à gauche, à droite pour arriver à passer de l'autre côté de la porte coupe-feu. Et puis, parce que laisser des cales ou laisser des chariots aussi devant les portes coupe-feu, ça va aller complètement à l'encontre avec la construction de base des maisons de retraite et des établissements médico-sociaux en général, puisqu'en fait, toute la réglementation est basée sur le transfert horizontal des résidents en cas d'alarme incendie. Donc, du coup, de passer vraiment sur la zone de mise en sécurité de l'autre côté de la porte coupe-feu, avec du coup la fermeture de la porte coupe-feu. Donc vraiment, on tient vraiment à souligner cette importance de laisser libre d'accès les portes coupe-feu intermédiaires dans les couloirs. Alexis. Je te laisse la main. Ouais. Donc après, on voulait juste vous mentionner les différentes possibilités d'accompagnement qu'on pouvait vous faire dans vos établissements. Donc on vous a parlé des visites de risque avec toutes les thématiques qui étaient abordées lors des visites de risque. Et on a un exemple notamment des groupes d'établissements où on a réalisé une trentaine d'établissements, de visites d'établissements. Et du coup, on a pu faire un bilan de tous ces établissements, faire une priorisation des actions dans tous les établissements, et remonter après au niveau du siège social, du siège, pour vraiment établir un plan d'action et du coup une budgétisation sur les établissements sur lesquels il fallait vraiment accentuer les efforts au niveau investissement. Et puis après, du coup, il y a par exemple un autre accompagnement qu'on peut vous faire, c'est des schémas d'organisation de la sécurité incendie. Donc là, ça concerne plus les établissements qui sont référencés comme de type U. Ça correspond à l'article U41 de l'arrêté type, où on leur demande en fait de réaliser ce schéma. Alors, en quoi ça consiste, ce schéma? C'est de réaliser vraiment une procédure poste à poste de qui fait quoi au moment de l'alarme incendie, en fonction de différents scénarios. Par exemple, s'il y a un incendie dans une cuisine, qu'est-ce que va faire le cuisinier? Qu'est-ce que va faire l'agent d'accueil? Qu'est-ce que va faire le personnel soignant? Et on doit aborder ça sur tous les scénarios les plus plausibles en fait de votre établissement. Donc ça, on peut vous accompagner pour faire ce genre de documents.
Et à l'issue, on peut former après votre personnel sur justement pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire en cas d'incendie. Et puis, on peut même formaliser ça par après un exercice pratique et un rétex à l'issue. Ok, merci Edwige. Notre troisième partie nous allons faire un zoom sur les risques naturels et vous allez pouvoir participer à un sondage qui doit s'afficher sous vos yeux. Merci d'y répondre. On vous laisse quelques secondes. Donc on a fait un focus sur le risque naturel puisque bon, on entend beaucoup parler en ce moment du risque cyber. Néanmoins, vous avez tous en tête les récentes actualités, notamment des derniers événements climatiques. Donc pour nous, le risque naturel, c'est un point important. Il y a un véritable durcissement du marché à ce niveau-là, hein, notamment vis-à-vis du risque inondation. Donc est-ce qu'on a des votes? A priori, essentiellement des établissements qui sont exposés au risque naturel. Oui, on a quand même un certain pourcentage d'établissements qui ne savent pas. Je pense qu'on peut clôturer le temps du sondage. Hein. Ah, intéressant, on est à 50-50. C'est intéressant. Donc justement, pour ceux qui ne savent pas, il y a donc différents moyens de se renseigner sur la question. Bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui va vous donner du coup les informations au niveau de leur plan de prévention des risques qui est mis en place au niveau de la commune. Donc là, par exemple, typiquement, il y a une mairie qui a donc réalisé une cartographie de sa ville pour visualiser les risques inondation de la rivière qui contourne du coup la ville. Et puis, si vous voulez vraiment avoir un détail vraiment précis au niveau de votre établissement, il y a des sites internet comme le site de la MRN où vous pouvez vous inscrire et ça vous indiquera exactement votre adresse avec le risque inondation de votre établissement. Mais pas seulement le risque inondation, ça pourra aussi vous indiquer votre risque sismique, votre risque sécheresse, votre risque de mouvement de terrain. Et après, à vous, en fonction de ces connaissances, de savoir si votre établissement est effectivement à risque. Est-ce que vous avez mis les moyens de prévention en place en corrélation avec le risque? Et c'est d'autant plus important, Edwige, là, ce que tu viens de dire. On a évoqué tout à l'heure, j'ai parlé de durcissement du marché. Ça, c'est une information qui pourra sûrement intéresser nos participants. C'est que la couverture contrat du risque incendie implique automatiquement la couverture du risque CatNat. Ce qui veut dire, si on inverse la problématique, ce qui veut dire que si vous ne mettez pas en place des moyens de prévention pour limiter ce fameux risque CatNat, il est fort possible aussi que vous n'ayez pas de couverture de risque incendie. Il y a un lien entre les deux. Donc ça, c'est quand même un point important. Et pour information, il y a l'évaluation préliminaire du risque d'inondation, le PRI. Il y a dénombré 2500 établissements de santé en France susceptibles d'être en zone inondable. Et en plus de ça, on peut rajouter également tous les établissements qui pourraient être impactés en cas de problème au niveau de leur flux. Je pense à la source électrique, la source de chauffage urbain ou d'eau potable qui pourrait être impactée en cas d'inondation dans la ville. Du coup, le chiffre peut être multiplié facilement par 3 ou 4. Donc, vraiment, il y a une sensibilité à faire au niveau des établissements sur leur risque naturel. Et pour la petite anecdote, pour terminer sur ce sujet-là, c'est pas parce que l'établissement a un groupe électrogène qu'il pourra poursuivre son activité. Je prends un exemple assez récent d'un TGBT qui, lui, est en zone inondable sur le site de l'établissement. Si le TGBT est inondé, le groupe électrogène ne servira à rien. Faut-il encore l'avoir identifié? Voilà. Donc là, le temps passe rapidement. Donc au niveau des sinistres qu'on a pu avoir dans certains établissements, donc la première photo, on voit un hôpital en fait qui a été complètement traversé par une rivière au niveau de son sous-sol. Et donc du coup, lors de la catastrophe naturelle en novembre dernier dans la vallée de la Vésubie.
Et en fait, jusqu'à ce jour, l'hôpital n'a toujours pas repris son activité. Donc, je vous laisse imaginer la perte d'exploitation qui découle du coup de ce genre de catastrophe. Et en photo 2, on a un établissement, un service du coup qui a été submergé par une coulée de boue avec du coup forcément le personnel qui a été dédié pour une partie de son activité à faire tout le nettoyage et du coup une mauvaise, en tout cas une activité dégradée au moment de la réouverture pour quelques jours dans l'établissement. Mais pour pallier à tout ça, il existe des moyens de prévention. Alors il y en existe une multitude, hein. Nous, on en a ciblé quand même ceux qu'on a l'habitude de rencontrer, notamment dans les établissements qui ont déjà été impactés et qui ont fait un retour d'expérience sur les équipements stratégiques, notamment qui auraient été vraiment mis en difficulté et qui auraient eu un impact défavorable sur la poursuite d'activité de l'établissement. Alors l'idée, hein, dans les moyens de prévention, pour certains, c'est de gagner du temps. Donc on parle de détection précoce, pourquoi pas avec des sondes hygrométriques. C'est des sondes qu'on peut retrouver par exemple dans des vides sanitaires, qui vont permettre de donner une première alerte sur la montée des eaux. Il peut y avoir aussi des protections mécaniques de type bâtard d'eau, hein, ce sont des barrières qu'on va mettre à l'entrée de certains locaux, des portes étanches, de véritables portes étanches, un peu si vous imaginez une porte de sous-marin, mais c'est à peu près ça. Et puis avec des pompes de relevage aussi également. Important aussi dans ce type de dispositif, hein, il est important aussi que vos personnels soient formés à leur mise en œuvre, hein. On garde ça en parallèle quand même. La protection par éloignement, notamment par le rehaussement, hein, de certains équipements stratégiques. Notamment, j'ai vu ça récemment, un groupe électrogène qui a été rehaussé, donc un peu plus d'1,50 m. Le déménagement aussi des locaux techniques, hein, c'est des solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre. Et puis pour terminer, effectivement, et ça c'est le point, je dirais un des points les plus importants, des moyens humains qui sont formés à la gestion de crise. Parce que là, vous allez mettre en place un certain nombre de dispositifs techniques et lorsque la crise va arriver, le stress n'aidant pas, vous risquez de perdre du temps sur leur mise en œuvre et ce temps-là, il est très, très précieux lorsqu'il y a une montée des eaux. Voilà, typiquement, j'avais visité un établissement qui avait les glissières pour les bâtards d'eau, etc. Mais au moment où, en fait, j'ai demandé à l'établissement, parce qu'en général, les bâtards d'eau sont installés contre le mur à côté des portes, et là, il n'y avait pas les bâtards d'eau. Donc, du coup, je me suis interrogée où étaient placés les bâtards d'eau. Et en fait, l'agent technique était nouvellement arrivé et n'avait pas la connaissance d'où étaient placés les bâtards d'eau. Donc, on a passé 30 minutes dans les sous-sols à chercher les bâtards d'eau. Et je vous laisse imaginer qu'en tant que on voit que le monde, etc., on va pas commencer à faire le tour de l'établissement pour chercher le bâtard d'eau. Donc, c'est vraiment des exercices de simulation à faire en amont, avant la gestion de crise, de manière à ce que le personnel soit vraiment prêt le jour J pour intervenir et vraiment anticiper et du coup pour s'assurer d'une bonne résilience de l'établissement. Et avoir les bons réflexes. Et comme tu l'as dit, Edwige, hein, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais quand on reprend le listing là, de ces moyens de prévention, là, on parle de résilience des bâtiments, hein. Quelle est la capacité de vos bâtiments à résister, du moins à encaisser une crise comme ça, et puis surtout à rebondir, hein. Là, on parle bien de résilience des bâtiments. Ce qui nous amène à la fin de notre intervention. Donc, on va pouvoir aborder la 4e partie. Les questions et les réponses que vous aurez pu poser tout au long du webinaire. Donc là, Alexis, je vais peut-être pouvoir y répondre. Quelle est la différence entre le SOSI et la procédure de sécurité incendie classique? Alors, je vais faire une réponse assez synthétique puisque on l'a déjà bien développé pendant le webinaire, mais très synthétique. Le SOSI répond à une réglementation de type U, déjà. Donc, c'est l'article U41. La procédure de sécurité incendie, on va la trouver dans le Code du travail, on va la trouver aussi dans la réglementation ERP. Mais pour moi, le SOSI, la grosse différence, c'est vraiment répondre à une exigence de type U. Et donc un EHPAD, par exemple, qui est intégré dans un type U sera soumis à la réglementation du type U. Donc au même titre qu'un type U devra avoir son SOSI rédigé.
Edwige, deuxième question. Est-ce que vous proposez des offres d'accompagnement pour le risque de catastrophe naturelle? Oui, on ne va pas appeler ça forcément une intervention spécifiquement pour le risque naturel, mais effectivement, par exemple, on a pu accompagner des établissements dans la rédaction de leur plan bleu et ça rentre complètement dans la démarche du plan bleu, puisqu'en fait, c'est vraiment étudier la gestion de crise dans l'établissement. Donc, la gestion de crise, ça peut être l'inondation et du coup, on peut faire avec l'établissement une cartographie des processus pour voir ce qui est impacté dans l'établissement en cas d'inondation et du coup, proposer, mettre en avant les moyens de protection qui sont déjà en place, l'organisation en place et voir avec l'établissement les éventuels plans d'action qu'on peut mettre, qu'on peut ajouter pour garantir une bonne résilience de l'établissement. Donc oui, il y a des accompagnements qu'on peut faire dans cette optique. Merci. Après, il y a une question, combien coûte une visite de risque à titre informatif? Ça va dépendre de la taille de l'établissement, j'ai envie de dire. En fait, c'est au cas par cas qu'on étudie la demande. Comme ça, je vous dirais que ça demande dans les 2 jours et demi hommes. Après, vous donnez une estimation du tarif. Difficile à dire sur l'instant. Je vous propose du coup de vous rapprocher du commercial ou du service client qui pourra directement nous faire une demande et puis on vous contactera pour vous proposer du coup un accompagnement. Merci pour ta réponse, Edwige. Écoutez, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a plu, qu'il a répondu à vos attentes. Merci à vous d'avoir été si nombreux pour ce nouveau rendez-vous d'experts. Nous vous enverrons un replay ainsi que les réponses à toutes les questions qui n'auraient pas eu de réponse. Il y a un autre point aussi avant qu'on conclue définitivement, on a parlé de résilience des bâtiments, hein, mais ce qui manque ici aussi, c'est la résilience des équipes. Ce qu'on vous propose, c'est de nous retrouver à une date ultérieure pour faire la transition sur la perte d'exploitation et les moyens organisationnels. Donc là, on parlera vraiment de résilience des équipes. Voilà, rendez-vous bientôt, je l'espère. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.